Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le droit, c'est une des filières les plus demandées par les bacheliers. À Saint-Denis, il s'enseigne en partie grâce à un dispositif pédagogique et social extrêmement original, celui des cliniques juridiques. Un film le raconte, l'avocat Bertrand Perrier y a participé, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag-Essel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité dans les kiosques et programmes d'histoire aujourd'hui avec ce dossier du magazine Archéo sur le Louvre. L'heure de la récré, toujours avec Emma, vous le savez, il y a des journées mondiales pour tout. Aujourd'hui, c'est celle du bonheur. Alors, petit zoom sur le BIB. C'est un peu comme le PIB, mais ça mesure le bonheur. Et puis, rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier direction l'Afrique du Sud. Marie vous fera découvrir la Kairos School of Inquiry. En anglais, dans le texte, la quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Les cliniques juridiques, le concept est né aux États-Unis et si vous aimez les séries sur l'univers du droit, vous le connaissez puisque dans Suits, la meilleure d'entre elles, le personnage de Mike rejoint une de ces cliniques. Il en existe désormais en France. La première a été créée à l'université Paris 8 Saint-Denis. Elle est le théâtre du documentaire Droit dans les yeux de Marie-Francine Jalud, documentaire qui donne la parole à plusieurs avocats, dont Bertrand Perrier, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bertrand, bonjour. Bonjour. Petite bande-annonce pour expliquer les cliniques juridiques et on y revient ensemble. Allez. On regarde. Vous n'êtes pas le salarié licencié. Vous n'êtes pas la femme qui divorce. Vous n'êtes pas l'emprunteur qui n'arrive plus à rembourser son crédit. Vous n'êtes pas celui-là. Vous êtes son conseil. Ça signifie qu'il faut garder une distance et donc une mesure. Le conflit de vos clients n'est pas votre conflit. Voilà, passionnant documentaire signé Marie-Francine Jalud, Bertrand Perrier. Le principe des cliniques juridiques. Le principe, c'est que c'est une sorte de dispensaire du droit pour des justiciables qui sont en situation de précarité et qui peuvent venir consulter auprès d'étudiants. Donc, évidemment, c'est gagnant-gagnant. Pour les justiciables, c'est un conseil gratuit. Et pour les étudiants, c'est une expérience qui complète leur enseignement théorique, sachant que, bien évidemment, ils n'empiètent pas sur le métier d'avocat. Ils n'ont aucune des prérogatives de l'avocat et ils font ces consultations sous le contrôle de professeurs. Mais c'est déjà pour eux aussi un marchepied pour rendre plus concrète leur formation. Ils vont proposer une photographie de la situation juridique, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un entretien, d'abord au cours duquel on prend un certain nombre d'informations. On ne donne pas de réponse parce qu'ils ne sont pas aptes à le faire, puisqu'ils font cet entretien sans la présence des professeurs. Ils sont en autonomie, ils ont une formation à laquelle je participe, mais sur le moment, ils sont en autonomie, donc ils doivent poser les bonnes questions, prendre les bons renseignements et ensuite pouvoir, sous le contrôle de leur professeur, faire une analyse de la situation. Mais ils ne vont pas assigner, ils ne vont pas délivrer d'actes, ça c'est le monopole des avocats, mais ça leur permet déjà de faire une photographie qui pourra être utile à la personne. Vocation pédagogique, on le comprend, vocation sociale aussi, puisque le public qui vient consulter dans ces cliniques juridiques, dans ce dispensaire comme vous le dites, ce sont des personnes qui sont de milieux moins favorisés en principe. Oui, évidemment, on est en Seine-Saint-Denis avec un public assez précaire et donc d'ailleurs les questions posées qui sont souvent des questions de droit des étrangers, de droit du bail avec des situations locatives inextricables, de droit du surendettement. Donc on a affaire à une population qui est assez précarisée et donc effectivement ils trouvent là un conseil gratuit et un bon conseil parce que la qualité du conseil est aussi garantie par l'intervention des professeurs. Oui, c'est sous égide des droits. C'est un peu comme les juniors entreprises dans les écoles de commerce. Exactement. Et ça n'est pas un hasard d'ailleurs que ces systèmes de cliniques juridiques se sont développés absolument partout parce que ça a effectivement une vocation à la fois sociale mais aussi de formation. Dans votre intervention telle qu'on la voit dans la bande-annonce, vous insistez fortement sur la distance. C'est la première chose que les étudiants doivent apprendre à se détacher, non pas à déshumaniser, mais en tout cas à mettre un écran entre leur vie et celle du futur client. Ce sont des jeunes gens et souvent ils ont une empathie naturelle, une révolte qu'ils doivent garder bien sûr. Mais je les mets en garde sur le fait de garder une distance parce que sinon ils vont se faire vampiriser par le cas, ils vont pas endormir. Or, précisément, si on est là pour donner un conseil, c'est un peu un conseil technique. Si on est complètement en empathie avec la personne et qu'on s'identifie trop,
on ne peut pas donner un conseil objectif. Et puis la deuxième chose sur laquelle je les sensibilise, c'est la question du secret. Parce que même s'ils ne sont pas avocats, ils vont recevoir des confidences de la part des gens qui vont les consulter. Et si ces confidences se retrouvent sur la place publique, évidemment, ils rompent ce pacte qui est nécessaire à l'exercice même de ce conseil. Et donc, je les mets en garde aussi sur le secret. Il y a un troisième élément qui apparaît en filigrane dans tout le documentaire, c'est le rapport entre le bien et le mal. Et c'est cet apprentissage qui ne se fait pas uniquement en clinique juridique, mais quand on fait des études de droit, pour dire, c'est pas de la morale, le droit. Oui, alors évidemment, c'est aussi une confusion qu'ils font parfois, en disant, mais c'est pas bien. Voilà, c'est trop injuste. C'est injuste. Mais en réalité, il y a d'abord la règle de droit, et j'insiste beaucoup auprès d'eux sur le fait qu'il y a des qualifications juridiques. Ils sont d'abord des techniciens. Parce que s'ils se laissent trop aller à une empathie, une sympathie, ils vont eux-mêmes se laisser manger par le cas et ils vont y passer des jours et des nuits. Et c'est pas non plus le rôle d'une clinique juridique, c'est d'avoir une distance, un recul, de mettre en pratique des connaissances techniques. Bertrand Perrier, invité du Grand Oral, je ne l'ai pas dit, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez notamment la prise de parole en public. Vous êtes la star de tous les candidats de tous les grands euros de France depuis plusieurs années, notamment quand vous étiez apparu dans le film à voix haute autour de l'aventure Eloquentia. Et vous avez publié plusieurs ouvrages. Je crois que le dernier, c'est le petit manuel pour Grand Oral chez Magnard. Mais par exemple, oui, en effet. Par exemple. Et puis il y a eu La parole est un sport de combat et sur le bout de la Puis le dernier, ça s'appelle Débattre chez Flammarion avec mon camarade Guillaume Prigent. Comment nous reparler? C'est très important, le débat dans une société de plus en plus éparpillée et on a bien du mal, l'actualité le montre, et donc ça s'appelle Débattre, comment nous reparler, retrouver le goût et les pistes concrètes d'un débat utile. Alors on va essayer de continuer entre nous à avoir un débat utile, mais pour l'instant c'est l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité est dans les kiosques aujourd'hui puisque vous nous parlez d'un numéro de Archéo, super magazine, on aime énormément, numéro de mars, et un dossier très intéressant sur l'histoire du Louvre. Oui, absolument. Le Louvre, c'est un des symboles de France, de Paris. C'est le musée le plus visité du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment du musée dont on va parler, mais du bâtiment en tant que tel. Et l'histoire de ce bâtiment, elle commence au Moyen-Âge, en 1200. La naissance du Louvre, c'est en fait une façon pour le roi Philippe Auguste de l'époque de se protéger. Parce qu'à ce moment-là, les Normands menacent Paris. Le roi fait donc construire une forteresse sur la Seine avec un grand donjon de 30 mètres de haut. C'est un bâtiment carré entouré d'un fossé rempli d'eau, les douves, et vous pouvez visiter ce qui reste de cette forteresse au Louvre puisque cela a été conservé. On y aperçoit même des signes gravés sur les pierres, des cœurs, des petites croix. En fait, c'était les marques des tailleurs. Les tailleurs de pierre, absolument, comme dans Notre-Dame de Paris, dont vous nous parliez récemment. Pour compter le nombre de pierres posées. Et tout cela n'a pas été découvert il y a si longtemps, puisque c'est lorsque l'on a construit la pyramide du Louvre sous François Mitterrand que des fouilles archéologiques ont été organisées et qu'on a donc retrouvé ses fondations. Le Louvre qui n'a pas toujours été un palais royal. Non, ça se passe, on est là sous le règne du roi Charles V. Il agrandit l'enceinte du Louvre, il crée un jardin et à l'intérieur, il décore le palais avec des boiseries, des tapisseries et des sculptures. Tout cela au XIVe siècle, on avance un peu dans le temps, on quitte le Moyen-Âge, on part à la Renaissance. François Ier, première moitié du XVIe siècle. Qui décide, là, d'en faire sa résidence principale. Mais il trouve que le palais est démodé. Il fait donc démolir le donjon, dont je vous parlais plus tôt. Il renouvelle le mobilier et demande à l'architecte Pierre Lescot de construire une nouvelle aile. Ça doit vous dire quelque chose, Lescot, puisque ça a donné... C'est l'aile Lescot. Absolument. Ouais, l'aile Lescot. Il est aussi à l'origine du salle emblématique du Louvre. Là, ça se passe plus sous le règne de François Ier, mais celui de son fils Henri II. C'est la salle des Cariatides, qui se trouve au rez-de-chaussée. Pièce monumentale où des sculptures de femmes soutiennent une balustrade. On y faisait des grandes réceptions et c'est aussi dans cette salle que Molière a joué pour la première fois devant Louis XIV. Henri II qui meurt, sa femme, la reine Catherine de Médicis, ne veut pas vivre au Louvre, elle fait construire un autre palais, celui des Tuileries. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a servi pendant longtemps de résidence royale et qui surtout était relié au Louvre grâce à une grande galerie qui existe encore aujourd'hui, longue de 450 mètres, qui a été construite sous le règne d'Henri IV. C'est la façade du Louvre que l'on aperçoit quand on se trouve sur la rive gauche de Paris. Elle longe la Seine. Louis XIII, Louis XIV, ils font des travaux au Louvre, mais le roi Soleil met surtout toute son énergie dans la construction de Versailles. Comme on le sait, il va un petit peu délaisser le Louvre. Oui, qui devient progressivement le lieu des académies de peinture, de sculpture, d'architecture et de politique. Et puis arrive 1793, année
tournant, puisque le Louvre devient un musée avec tous les trésors et toute l'histoire du palais. Il était temps de faire du Louvre un trésor et une fierté nationale. Le Louvre qui n'en a pas fini avec les grands travaux, et vous l'avez mentionné il y a quelques instants, c'est la fameuse pyramide du Louvre, le dernier des grands travaux construits sous le mandat de François Mitterrand. Oui, le président décide de moderniser les bâtiments. C'est l'architecte, vous l'avez dit, Ming Pei, qui imagine cette entrée étonnante. En 1989, cette pyramide devient l'entrée principale du musée. Et depuis, c'est devenu l'un des symboles de Paris. Voilà pour l'histoire du Louvre. Idéalement, on le visite donc par l'extérieur. Et sinon, on lit Archéo. Oui. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Le bib. Le bib. Ah, le bib, j'en rêve. Grand oral. C'est à Saint-Denis, à l'université Paris 8, qu'est née la première clinique juridique française. La réalisatrice Marie-Francine Lejalu y a planté ses caméras pendant, je crois, près de 2 ans. Et ça donne un documentaire droit dans les yeux absolument passionnant et dont on parle avec un des intervenants, l'avocat Bertrand Perrier. Il y a beaucoup de scènes où on voit les jeunes écouter les justiciables, justement avec les yeux, d'où ce droit dans les yeux. D'ailleurs, vous qui êtes expert de la prise de parole en public, on apprend ça en formation aussi. Oui. L'écouter, le regard, le regard, je veux dire. C'est surtout l'écoute active en réalité. C'est pas écouter passivement, parce que quand on est avocat ou conseil juridique comme ils le sont, on a besoin de certaines informations, on n'a pas besoin d'autres informations. Et la personne arrive et elle peut vous raconter son histoire depuis sa naissance. Et malheureusement, on n'a pas ni le temps ni beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette mission pour écouter toute cette histoire. Donc il va falloir l'écouter activement en orientant ce qu'elle va dire pour que ça nous soit utile. Et ce qui est très beau, je trouve, dans le film de Marie-Francine Lejalu, c'est qu'on a évidemment les temps d'écoute des justiciables, mais on a aussi en off toutes les interrogations que ça suscite chez ces jeunes gens. Parce qu'on a l'impression, quand on fait des études de droit, que le droit, c'est assez mécanique. Il y a une règle dont on apprend les conditions, les règles, les conséquences, et il y a un côté un peu désincarné. Et dès qu'on voit une personne en face de soi à laquelle la règle de droit est opposable, la règle de droit, elle prend toute sa chair, elle s'incarne, et on voit tous les doutes qui assaillent ces jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et qui se disent, mais finalement, au-delà de la froideur de la règle, il y a des situations humaines infiniment complexes, et je trouve que c'est ça qui est très beau dans le film de Marie-Francine Lejalu, c'est que ça permet d'appréhender, au-delà de la froideur de la règle de droit, la complexité des situations humaines et les doutes que cela fait naître et les interrogations que cela fait naître chez ceux qu'on appelle les cliniciens, qui sont donc les étudiants qui participent à la clinique. Avec quand même une petite fonction de tannage de cuir, parce que vous l'avez dit, ils ont entre 20 et 22 ans, ils se retrouvent face à des personnes qui leur racontent des histoires parfois terribles. Je pense à cette femme de 74 ans qui vient leur parler de sa mort, qu'elle espère pas imminente, mais en tout cas c'est bien le sujet. Une personne en situation, un étranger qui est sous OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français, ce qui est là encore une situation extrêmement intense. Oui, mais tout est là, c'est vraiment dans l'incarnation de la froideur et de la dureté de la règle de droit que l'on apprend de façon abstraite dans les études, mais ça donne un surcroît, une sorte de supplément d'âme aux études de droit quand on a face à soi le justiciable. La règle de droit, en réalité, tant qu'elle ne s'applique pas à une personne qu'on a en face de soi, ça reste une abstraction. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un effet de tannage de cuir, comme vous le dites. Finalement, on est confronté à l'application de la règle qui a des effets concrets dans la vie quotidienne des gens. Et sur la chair, et voilà. Et la vie des gens. L'oral compte énormément au droit en droit et en règle générale dans les études, mais on le voit un tout petit peu d'ailleurs dans le film, on passe surtout un temps dingue à écrire. Oui, alors la règle de droit, elle s'écrit, les lettres s'écrivent, parce que vous savez, scripta manent, donc le droit, il faut qu'il y ait des preuves écrites, on fait faire des attestations, on recueille des témoignages, tout ça se fait par écrit, le juge ne vous croit jamais sur parole. Et donc l'une des missions de ces jeunes gens, ça va être d'inviter les justiciables à prouver ce qu'ils racontent, parce que la personne, elle vient avec son histoire, et elle ne s'imagine pas qu'on va pas la croire. Or, devant un tribunal, on ne la croit pas sur parole, donc ça va beaucoup passer par l'écriture, mais aussi vraiment par des cliniciens eux-mêmes, des étudiants eux-mêmes. Moi, je pensais à ça surtout. C'est qu'après, ils vont en bibliothèque, ils ressortent qui le code civil, qui le code pénal, ça dépend des... Mais bien sûr, parce que... ou un autre code, ils recherchent certains droits, et ensuite, il faut argumenter tout ça par écrit. Le droit est d'abord une technique juridique, et donc, c'est aussi des sachants du droit, ce sont des techniciens du droit qui mettent au profit des justiciables leur connaissance, mais leur connaissance, c'est celle
celle des codes, c'est celle des ouvrages, c'est celle de la jurisprudence, et tout ça, ça passe par l'écriture. Et le conseil, il est donné par écrit pour laisser une trace, pour que aussi la personne puisse le relire plusieurs fois, s'en imprégner, bien le comprendre, si elle a une question, la poser, et c'est en cela que le conseil est vraiment utile. C'est important à dire aux jeunes quand même qui s'imaginent pour certains faire des effets de manche devant les tribunaux et que le métier d'avocat se résume à ça. Non, c'est d'abord un métier qui se résume à écrire, enfin à écouter les gens, à lire des ouvrages de code et à écrire. Pardon de le dire, mais l'image d'Épinal de l'avocat qui ferait des effets de manche devant une juridiction, elle est d'Épinal, voilà. Elle est vraiment d'Épinal, à tel point, je ne sais pas si vous le savez, qu'en réalité, ce qu'on appelait l'effet de manche, c'est avec la robe, vous savez, on faisait claquer les manches en satin devant une juridiction ébahie. Or, pour que les effets de manche n'aient plus court, parce que tout le monde en avait assez, on a ajouté un bouton supplémentaire. Ça ne claque plus. Et ça ne claque plus. Mince, c'est la fin de l'effet de manche. Techniquement possible. On redécouvre aussi dans le film, à travers le parcours de certains de ces jeunes, que la France a une belle image. Ils viennent pour certains de pays où il n'y a pas d'état de droit. Et ce pays sur lequel nous, on aime beaucoup dire du mal et de préférence de manière un petit peu violente, a une image absolument remarquable encore dans un tas de régions du monde. Oui, bien sûr, la France est un modèle de droit, c'est un modèle d'état de droit. Nous savons ce qu'est l'état de droit, c'est-à-dire que l'État est soumis au droit. C'est-à-dire qu'au-delà des administrations, au-delà des préfectures, il y a la règle et tout le monde est soumis à cette règle. C'est ça l'état de droit. Et effectivement, ils sont garants aussi d'une information. Vous savez, dans le droit, il y a un problème, c'est l'opacité. Et les gens, ils se trouvent face à quelque chose qu'ils estiment une montagne inextricable et opaque, et ils n'y comprennent rien parce que le droit est d'une grande complexité. Donc il y a aussi pour ces jeunes gens qui généralement sont en une situation d'élèves, une fonction eux-mêmes pédagogique d'explication du droit aux justiciables pour le rendre plus transparent et moins opaque. À la clinique, les étudiants sont des passeurs dans la compréhension que les justiciables ont de leur situation juridique. Avant le film, ils deviennent pour le spectateur des passeurs des notions de justice et de droit. C'est exactement ce que vous dites et c'est Marie-Francine Lejalut, la réalisatrice, qui le dit également. Un film à regarder donc si on envisage de faire du droit. On en parle avec Bertrand Perrier après la récré. Emma. Récré sourire. Oui. Aujourd'hui, Emma, car le 20 mars, c'est là, vous le saviez que c'est la journée internationale du bonheur? J'ignorais. Eh bien voilà, c'est la journée internationale du bonheur. Et pour l'occasion, je vais vous parler du BIB. Vous connaissez le PIB, le produit intérieur brut. Eh bien, depuis les années 70, on connaît le BIB, le bonheur intérieur brut. C'est l'idée de dire qu'au lieu de classer les pays selon leur état de santé économique, on les classe selon l'état de bien-être de leur population. Une idée qui est née au Bhoutan. Oui, c'est le roi du Bhoutan de l'époque qui a eu l'idée, et c'est le seul pays aujourd'hui où le bonheur intérieur brut est appliqué. Mais ça ne veut pas dire que l'idée n'a pas fait son petit chemin. En 2011, l'OCDE crée un BIB et établit un classement des pays où il fait bon vivre, de même que l'ONU. Les critères, le logement, l'emploi, la santé, la sécurité, l'éducation et l'environnement. Alors jusqu'ici, ce sont les pays nordiques qui sont toujours dans le top 10, la Finlande toujours en première position, suivie du Danemark. Et alors que la France n'avait jamais été dans le top 20, elle y fait son entrée pour la première fois en 2022. On sait pourquoi? Je ne pense pas. Moi, j'ai une théorie. Je pense que c'est parce que School TV est né en 2022. Bien sûr, il y a un lien immédiat et direct. Ça fait augmenter le bonheur. Allez, c'est d'avoir droit à vos récrés tous les jours qui fait augmenter le bonheur. Merci. Emma, merci beaucoup. Grand oral, Bertrand Perrier. 294 000 vœux en 2022 sur Parcoursup. Le droit est une des filières universitaires les plus demandées en France et le paysage universitaire est très contrasté, notamment en Île-de-France. Les étudiants de Paris 8 Saint-Denis que filme Marie-Francine Lejalut n'ont pas le même profil que ceux des facs parisiennes comme Panthéon ou Assas. Et ce succès du droit est néanmoins paradoxal quand on connaît la réalité de certains métiers. Bertrand Perrier, un des métiers les mieux identifiés du droit, c'est celui d'avocat. Et dans le film, il y a une de vos consoeurs, je crois, qui dit aux jeunes qui veulent l'exercer, elle leur dit qui veut être avocat, il y a quelques-uns qui lèvent la main, elle leur dit bienvenue en enfer. Oui. Elle exagère un peu. Il y a un petit côté bizutage, ça reste une très belle profession. Pour autant, effectivement, c'est une profession qui est un peu éloignée, comme je le disais, des images d'Épinal. C'est une profession technique, difficile, sélective. Et en effet, on voit un échec massif en première année de droit, parce que les méthodes sont différentes, parce que la matière est inconnue au lycée. On choisit cette matière sans en connaître rien, parfois même sans en connaître les débouchés. Et il est vrai que ça suscite pas mal de frustration. Ça
reste un métier merveilleux et la clinique le montre parce que ça reste un métier au service des êtres humains, au service de la règle de droit qui nous rassemble, au service de la parole, au service du raisonnement. C'est un très beau métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce Bienvenue en Enfer aussi le propos d'une avocate parisienne qui connaît le sort des jeunes confrères et consoeurs parisiens? On sait que c'est super dur, les débuts dans le métier des jeunes avocats à Paris particulièrement. Oui, on sait que c'est très difficile. Économiquement, il y en a beaucoup bien qui peinent à joindre les deux bouts quand même. Bien sûr, je ne connais pas le revenu moyen d'un jeune avocat, mais ça n'est pas très au-dessus du SMIC, très honnêtement. Une fois qu'on a payé ses charges, etc., les débuts sont difficiles, donc on prend des commissions d'office parfois, on a une collaboration, mais c'est de plus en plus difficile de trouver un patron parce que c'est un métier que l'on n'apprend pas à l'université. C'est pour ça que c'est très précieux la clinique, c'est que ça s'apprend en le faisant concrètement avec un patron, et donc c'est vrai que parfois beaucoup d'avocats tirent le diable par la queue. On a l'impression que c'est un métier de riche, c'est tout à fait inexact. Image d'Épinal, dit-on, image d'Épinal qui viennent aussi des États-Unis, parce que l'attractivité des études de droit, et ça c'est constant dans tous les articles qu'on fait sur le sujet, vient aussi des séries américaines. Oui, alors évidemment, il y a Suits que vous avez cité tout à l'heure, il y en a plein d'autres, mais parce que les études de droit aussi aux États-Unis sont extrêmement chères. On a la chance qu'en France, elles soient tout à fait accessibles, mais on voit qu'il y a aussi une compétition dans les études de droit, au sein même de ces études de droit. Il y a de plus en plus de filières d'excellence, les collèges de droit, les classes préparatoires, Sciences Po a son école de droit. Et donc, vous voyez bien que c'est une filière qui est très morcelée, dans laquelle il y a des filières dans la filière, parce que précisément, il y a eu une massification des études de droit qui fait que c'est difficile de sortir du lot. Filière dans la filière, est-ce que ça veut dire que des étudiants de Paris 8, ils s'en inquiètent en tout cas, auront plus de difficultés que des étudiants typiquement d'un collège de droit, comme vous-même enseignez d'ailleurs au collège de droit de Paris 1 ou de Sciences Po? Bien sûr, et ce que l'on voit à Paris 8, mais c'est que les meilleurs éléments, ils vont partir en réalité. Et on essaye de retarder le moment où ils partent, parce qu'ils ont aussi un effet d'entraînement sur leurs camarades, mais la réalité, c'est qu'en M1, ils s'en vont. Et ils s'en vont en Master 1, en 4e année d'études, je le dis. En Master 1, ils vont aller à Paris 1, à Paris 2, c'est-à-dire dans des facultés plus conventionnelles, où ils trouveront des diplômes qui, sur le marché du travail, seront plus porteurs. Mais parce qu'objectivement, vous dites sur le marché du travail, vous, comme avocat, ou les grands cabinets anglo-saxons dont vous ne faites pas partie, mais vous connaissez l'existence de cet univers-là, on ne regarde vraiment pas d'un même œil un CV qui vient d'une université Paris-Centre qu'une université je reçois des CV, enfin je ne me recruterai pas moi-même, si vous voulez. Les CV qu'on reçoit, c'est ahurissant. Ils ont fait un LLM aux États-Unis. Alors les LLM, c'est des compléments d'études fait une école en Master 1, c'est ça. Exactement. Il y a une accumulation des diplômes pour entrer dans les normes des grands cabinets. Moi, je ne suis pas du tout favorable à l'accumulation des diplômes. Moi, je crois que le diplôme, c'est vraiment une des composantes. Et je crois aussi justement que les engagements que l'on a à côté des diplômes sont décisifs. Et les cliniciens, pour ça, ils ont tout compris parce qu'au-delà de leurs études stricto sensu, eh bien, ils ajoutent une corde à leur arc. Et pour moi, en tant que recruteur, c'est déterminant. Est-ce que j'ai fait des concours d'éloquence, par exemple? C'est mon truc. Donc, au hasard. Exemple pris au hasard. Je regarde cela, mais les cliniques juridiques aussi. Et donc, c'est vrai que les activités extra-scolaires, extra-académiques ont leur importance dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Et vous, pourquoi vous continuez à prendre du temps pour vous engager, notamment en direction de ces jeunes de banlieue? Mais je crois que c'est... Vous le faites depuis très longtemps. C'est absolument déterminant. Si on n'a pas un rôle de transmetteur et de passeur, ça n'a aucun intérêt. On est assis sur son métier et j'ai 50 ans et honnêtement, il est temps pour moi de passer, de transmettre ce que j'ai appris sur le tas, de transmettre aussi la passion que j'ai de mon métier parce que je crois que ça reste un métier extraordinairement porteur, exigeant, mais très gratifiant. Et donc, voilà pourquoi je le fais à Paris 8 aussi, parce que c'est là qu'ils ont besoin d'un petit booster, d'un petit motivation supplémentaire. Tous les jours, on leur dit qu'ils sont dans une fac difficile, dans une fac qui est souvent bloquée, dans une fac qui est souvent occupée, dont les meilleurs éléments, comme je vous le disais, vont partir. Et donc, ils ont de temps en temps besoin qu'on vienne leur dire « Allez, vous êtes dans une bonne fac, vous avez un avenir dans le métier d'avocat, peut-être dans d'autres métiers, pensez au métier de magistrat, pensez à d'autres métiers du droit. Il y en a plein des métiers du droit. Juriste d'entreprise, tous les métiers du droit ont leur dignité. Et donc, il faut aussi qu'avec les copains, avec Benjamin Pichot, avec Sophie Molinier, enfin tous ceux qui s'investissent dans cette clinique juridique, on leur apporte un peu aussi d'enthousiasme. Allez, alors en tant que citoyen, déjà, allez voir ce film, c'est un film absolument passionnant, évidemment sur la jeunesse, mais aussi sur le droit, et ce documentaire qui est signé de Marie-Francine Lejalut et qui s'appelle Droit dans les yeux. On peut évidemment revoir des films dans lesquels vous apparaissez, alors ça c'est pas Droit dans les yeux, c'est plutôt avec l'oralité, c'est à voix haute, et puis je reciterai en fin d'émission vos différents ouvrages. Je rappelle juste avant le cours particulier Débattre avec Guillaume Prigent chez Flammarion, c'est le dernier paru. Emma, merci beaucoup. Merci. Marie-Olivier, le cours particulier.
Cours particulier, c'est votre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous faites voyager dans le temps ou dans l'espace. Aujourd'hui, c'est dans l'espace et on part en Afrique du Sud. Vous nous faites découvrir une école originale, la Kairos School of Inquiry. Exactement. On pourrait traduire ça en français par l'école de l'analyse de Kairos. En fait, inquiry, ça veut dire recherche, investigation, enquête, analyse ou encore questionnement. Et Kairos, ça vient du grec. Kairos, ça vient du grec, tout à fait, du grec ancien. Cela signifiait le moment opportun, moment ou jamais. En grec moderne, cela veut tout simplement dire temps, avec deux définitions, comme en français, le temps temporel et le temps, la météo. Et dans cette école, c'est sur cette définition-là qu'il s'appuie, cette définition du grec moderne. Oui, exactement, sur le site de l'école. Non, sur la première définition, pardon. Sur la définition, oui, du grec moderne, l'instant, le moment. Donc sur le site de l'école, on peut lire que Kairos veut dire le temps en tant qu'élément mesuré par l'âme, le temps dont nous avons besoin pour investiguer et explorer, le temps qu'il faut pour intégrer une nouvelle connaissance, le temps qu'il faut pour grandir. Comment ça se traduit en philosophie éducative ? C'est vraiment la philosophie effectivement de Kairos. L'idée phare, c'est apprendre tout au long de sa vie. Pour l'équipe de Kairos, la vie à l'école doit être pour chaque enfant une expérience extraordinaire, joyeuse et pleine de sens pour que les adultes qu'ils deviendront aient un impact positif sur le monde. École créée en 2011 par Mark Loon, qui était-il ? C'est Mark Loon, effectivement, qui a créé l'école en 2011. Il a une histoire personnelle avec l'éducation. Après 6 ans d'études d'ingénieur, il se pose des questions sur ce qu'il veut faire plus tard. Et donc, il part en voyage pendant une année sabbatique. Et c'est là qu'il se passionne pour l'éducation. C'est là qu'il découvre sa vocation d'enseignant, alors qu'il enseigne la grammaire anglaise à des Indiens de 9 ans. Je le cite... Les enfants adoraient le jeu auquel nous jouions avec les pronoms et j'ai alors eu le sentiment d'être le metteur en scène d'une pièce de théâtre d'improvisation. Mes jeunes élèves et moi étions à la fois acteurs et publics. J'étais à ma place, j'étais professeur. Sauf qu'il va décider de ne pas rester professeur au sein du système éducatif classique. Non, vous avez raison. Il a commencé par enseigner à l'école publique en remettant en cause ce qui, à ses yeux, ne fonctionnait pas. Mais en fait, quand il a eu cette révélation de son futur en tant qu'enseignant, c'est qu'il a aussi trouvé un livre à ce moment-là dans une bibliothèque en Inde, par hasard. Et le titre de ce livre, c'est School is Dead, donc l'école est morte, d'Everett Reimer, qui met en avant certains problèmes du système scolaire traditionnel et explore des modes d'éducation alternatifs. Et c'est grâce à ce livre qu'il crée l'école ? En quelque sorte, ce livre a eu un impact de longue durée sur Mark. Il l'incite à creuser et à explorer des matières alternatives, d'apprendre et d'enseigner à travers le monde. Mark se forme pendant des années à la communication non violente, où il fait partie d'un réseau de mentorat à l'éducation émotionnelle pour les jeunes en Afrique du Sud qui s'appelle Boys to Men. Et de là, Kairos School of Inquiry. C'est ça. Donc en 2011, c'est une école où les enfants aiment aller. Ils sont au sein d'un immense jardin où ils peuvent bouger. Ils ont des cours d'art, des cours de poterie, d'échecs et de sport. C'est un établissement qui accueille des enfants pendant 8 ans, donc du primaire au collège, et qui fait en sorte que chacun soit vraiment entendu et compris. Et après le collège, ils arrivent à réintégrer le système traditionnel qui ne fonctionne pas exactement de la même manière ? Très bonne question. En fait, nombre d'entre eux intègrent le lycée et les études supérieures sans encombre, parce qu'en fait, Kairos reprend les programmes scolaires classiques en Afrique du Sud, mais avec des méthodes différentes. Des méthodes différentes. Et donc les anciens ont forcément un bon souvenir de tout ça. Oui, en effet, un élève de la première promotion explique qu'il a retenu 2 choses essentielles de son expérience à Kairos. La première, c'est la recherche, l'investigation, un fameux inquiry, et le deuxième, c'est la résolution des conflits. Donc ce fameux mot inquiry qu'on trouve dans le nom de l'école, on ne l'a pas beaucoup expliqué, mais qui est à la base de la pédagogie de la Kairos. Exactement, oui. En fait, Kairos est fondé sur le dialogue et la pensée critique. Donc dès le plus jeune âge, les élèves se réunissent en assemblée, ils prennent l'habitude d'exprimer à voix haute. Vous voyez à l'écran, de s'exprimer à voix haute. Ils ont des questions, ils expriment leurs émotions ou leurs problèmes. Il n'y a jamais de mauvaises questions, jamais de mauvais moment pour poser cette question ou de jugement de la part des autres enfants. Et donc, une fois que la question est formulée, les enfants analysent tous ensemble la situation. Une fois que la question est formulée, ils essaient de trouver une réponse en commun. Et même pour la résolution de conflits entre 2 enfants, on fait toujours appel au groupe. C'est absolument super, ça marche ? Ça marche, oui, ça marche tout à fait. Les enfants ne se lassent pas du tout de résoudre un conflit. Ils ne veulent pas du tout laisser un conflit irrésolu, et comptent bien analyser la situation et comprendre ce qu'il se passe, trouver des réponses. Selon Mark Loon, cette analyse des émotions est vraiment précieuse. C'est un principe qui permet de revenir sereinement à la relation à l'autre plutôt de savoir qui a eu tort ou qui a eu raison. Formidable, c'est une école pour vous. Parce qu'attendez, vous pouvez leur vendre un paquet de trucs d'ailleurs, parce que le dialogue, la pensée, ça renvoie à débattre comment nous reparler, le livre que vous publiez avec Guillaume enfin un système scolaire qui met l'oral au cœur de l'enseignement. Deuxièmement, l'oral, donc ça, voilà. Vous avez inventé et alors ils veulent jouer en plus. Vous avez un jeu maintenant ? Oui, j'ai créé le premier jeu de société consacré à la prise de parole en public. En réalité, c'est un jeu défi. Vous avez plusieurs centaines de cartes. Vous tirez une carte et vous avez un jeu défi. Par exemple, je ne sais pas, plaider pour Tintin ou enregistrer le répondeur téléphonique d'une bonne sœur.
D'accord. Voilà, ou débattre des vacances à la montagne ou des voisins musiciens, par exemple. Et donc, Formidable. vous pouvez débattre en famille de 7 à 77 ans. Et c'est très ludique parce que je crois que la parole, c'est d'abord un jeu. Et c'est sorti chez Marabout. Eh oui. Génial. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. Merci aussi de nous avoir éclairés sur les cliniques juridiques, sur ce documentaire de Marie-Francine Lejalus. Marie, merci beaucoup pour ce petit voyage en Afrique du Sud, extrêmement bienvenu en la présence de Bertrand Perrier. Merci aussi comme toujours à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Sophie Coulon, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie assistée aujourd'hui par Dylan Coller, Saïd Mamou pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.